Bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire puisqu'il est 12h45, donc on a prévu de débuter ce temps ensemble pour 3/4 d'heure. Merci d'être présents. Vous avez été encore nombreux à vous inscrire sur ce webinaire qui est donc le troisième depuis 2 mois. Nous avions initié en novembre un premier temps de présentation sur la réforme. Donc, ce temps-là, en décembre, ce webinaire avait comme objectif d'amener un peu plus de détails sur la réforme. Donc, on va passer 3/4 d'heure ensemble, notamment plus de détails sur les décrets. On prévoyait des publications. Bon, on a des projets, donc on va pouvoir vous parler effectivement des projets qui sont en cours actuellement. Et c'est donc Jérôme qui va vous faire cette présentation. Donc je vois que voilà, vous êtes nombreux à être connectés. Pour que cette présentation se passe bien, des petits rappels. Donc le chat, maintenant vous connaissez puisque beaucoup d'entre vous ont déjà participé au premier. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre pendant la présentation de Jérôme. Et puis on aura un temps on se laissera du temps entre les présentations pour pouvoir répondre à vos questions. Le chat, le son, s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous faire aussi des remarques. Et puis l'image, le PowerPoint, puis la caméra, ça, déjà, on va commencer. Je vais me présenter. Je suis Frédéric Dorgière. Je suis en charge de la qualité des formations au Projet Bretagne. Et je vais co-animer ce webinaire avec Jérôme, que je vais lui laisser se présenter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jérôme Sen, je suis conseiller en évolution professionnelle au Projet Bretagne. Donc, on va pouvoir démarrer. Allez. C'est parti. Donc, aujourd'hui, 3 points au programme. Donc, le CPF rénové, le CPF nouvelle version 2019. Le CPF de transition professionnelle. Là aussi, un nouveau dispositif qui prend la suite du CIF. On va y revenir. Et un rappel aussi sur le CEP qui est aussi concerné par cette réforme. C'était les points qui avaient été en partie évoqués la dernière fois, mais là on va aller vraiment plus dans le détail, notamment par rapport au décret. Ouais. Donc on commence par le compte personnel de formation. Voilà. Donc les informations ne sont pas forcément encore définitives parce qu'effectivement on attend la publication des décrets. Ils étaient prévus le 30 novembre pour pas mal d'entre eux et ils ne sont pas parus. Je pense que c'est une question de jours et ça ne devrait pas tarder. Donc on s'appuie sur les projets de décrets qui ont déjà été diffusés, notamment pour avis des partenaires sociaux. Donc on peut présumer que voilà, on s'approche quand même de ce qui sera définitif. Alors, sur la monétisation, un petit rappel peut-être pour les gens qui n'avaient pas vu le précédent webinaire. Donc le principe de la réforme sur le CPF, c'est qu'on passe d'un compteur en heures à un compteur en euros. Que les heures que vous avez déjà acquises dans le cadre du CPF ou du DIF vont être transformées en euros et on devrait être sur un montant de 15 € de l'heure. Et donc vous allez acquérir des euros maintenant chaque année sur votre compte CPF. Au lieu d'acquérir 24 heures par an, ça sera 500 € par an pour tous les salariés et 800 € pour les salariés qui sont sans qualification ou qui travaillent en ESAT. Voilà, donc 800 €, 800 € pour les gens sans qualification et 500 € pour les salariés qualifiés. Et un plafond donc, qui est de 5 000 € ou 8 000 € pour les mains qualifiées. Donc voilà le principe de la monétarisation. Donc voilà, votre compteur CPF au 1er janvier, il ne va plus être en heures, mais bien en euros. Et ça, c'était des éléments qu'on avait déjà évoqués la dernière fois. Et l'élément nouveau, c'est vraiment le coût horaire. Voilà, l'autre fois, je pense qu'on avait parlé peut-être de 14,28 €, qui est un chiffre qui avait été annoncé. Et là, on serait passé à 15 €. On a arrondi un peu au-dessus pour que ça soit aussi plus simple dans les calculs. Alors justement, sur les calculs, peut-être, Jérôme, tu peux nous présenter un petit peu la manière dont le calcul pourrait se faire pour chaque situation personnelle. Voilà, donc là, on part d'un exemple
de quelqu'un qui aurait son stock d'heures de diff au plafond, hein, c'était 120 heures pour le diff. Donc, si vous êtes salarié depuis longtemps dans la même entreprise et que vous n'avez jamais utilisé votre diff ou votre CPF, vous devez avoir 120 heures de CPF sur votre compte. Et si vous n'avez pas utilisé votre CPF, 72 heures de CPF, 120 heures de diff, 72 heures de CPF. Ce qui fait que ces heures devraient être converties en euros, comme on le disait tout à l'heure, à 15 € de l'heure. Donc, potentiellement, vous allez vous retrouver au 1er janvier avec 2880 € sur votre compte. Ça devrait être le maximum possible au 1er janvier. Donc, forcément, si vous avez moins d'heures de CPF ou moins d'heures de diff, votre compteur sera proportionnel. Donc, pour l'année 2018, les heures acquises en 2018 devraient être créditées au cours du premier semestre 2019. Bon, ça dépend un peu des années, mais souvent c'est vers mars-avril que les heures de CPF étaient créditées. Donc là, en 2019, ça sera des heures transformées en euros. Et puis à partir de 2020, vous allez écrire 500 € par an. Voilà. Ce qui fait qu'au 30 avril 2020, vous pourriez avoir potentiellement 3740 € sur votre compte CPF si vous êtes au maximum de possibilités à ce moment-là. Pas utilisable dès mai pour une formation éligible au CPF. Voilà. Donc dès janvier, vous pouvez potentiellement utiliser 2880 € si vous êtes au maximum. Et dès avril-mai, 3240. Donc ça, c'est le gros changement par rapport au CPF. Exactement. Alors, sur quelle formation? Alors, le CPF, ça permet de financer différents types de formations. On a donc les titres et diplômes inscrits au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, donc qui recense l'ensemble des diplômes, des titres, des certifications ayant une reconnaissance officielle par l'État, qui leur attribue aussi un niveau, hein, niveau 4, par exemple, si c'est un niveau bac, niveau 3, si c'est un bac plus 2, ou niveau 5, si c'est un niveau CAP, BEP. Voilà. Donc là, ce sont plutôt des formations relativement longues qui préparent plutôt à des métiers. Blocs de compétences. Ça, c'est le deuxième type de formation qui peut être financé. Alors, les blocs de compétences, ce sont des morceaux de diplôme ou de certification RNCP qui correspondent à des compétences professionnelles spécifiques. Je ne sais pas, pour vous donner un exemple, sur le titre professionnel, par exemple, de maçon, on peut avoir un bloc de compétences qui correspond à telle ou telle tâche de l'activité d'un maçon. Pour certains, qui ont déjà peut-être une expérience ou qui ont besoin d'une compétence en particulier, ça peut être intéressant de faire uniquement un bloc de compétences qui va permettre de faire une formation plus courte et moins chère, qui sera peut-être finançable en totalité avec le CPF. Donc les blocs de compétences, ce sont des morceaux. Donc, en général, un diplôme ou un titre RNCP va comporter plusieurs blocs de compétences. Alors aujourd'hui, tous les diplômes ne sont pas convertis en blocs de compétences, mais c'est quelque chose qui est en route, qui va se faire progressivement. Il y en a déjà pas mal de diplômes qui sont découpés en blocs de compétences, et ça va se faire dans les mois et les années à venir. D'ici quelques années, tous les diplômes seront découpés en blocs de compétences. Et on a aussi, c'est une nouveauté parce que le nom change, mais le principe reste le même, donc le répertoire spécifique des certifications et habilitations. Avant, on appelait ça l'inventaire du RNCP, on l'appelle toujours, d'ailleurs jusqu'au 31 décembre. Donc là, ça regroupe plutôt des habilitations, ou des certifications qui sont complémentaires, qui visent des compétences assez spécifiques, mais qui ne sont pas forcément des compétences métiers, mais plutôt des choses transversales, ou des habilitations obligatoires. Comme par exemple quoi? Par exemple, les CACES, pour la conduite d'engins de manutention, d'engins de chantier. On a les certifications en langue, par exemple, le TOEIC pour l'anglais. On a des certifications sur des logiciels bureautiques, par exemple. Voilà, un certain nombre de choses qui sont comme ça des formations en général assez courtes, qui sont sur des compétences spécifiques. Et puis, le CPF, ça peut aussi financer d'autres types de pas tout à fait des formations d'ailleurs. Le bilan de compétences, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Hein. Je présume que la plupart d'entre vous connaissent ça.
c'est la possibilité d'acquérir un diplôme en faisant reconnaître son expérience professionnelle. Donc, on peut se faire accompagner dans ces cadres de CPE et le coût de cet accompagnement peut être pris en charge par le CPE. Juste pour reprendre, ce sont à présent, enfin à partir du 1er janvier, ce seront considérés, le bilan comme la VE, ce sera une action de formation puisque c'est intégré maintenant dans la loi. Mais bon, effectivement, avant le 1er janvier, ce n'est pas encore une action de formation en tant que telle. Alors, nouveauté aussi, les permis. Donc, il y avait déjà le permis B, le permis véhicule léger qui était éligible au CPF. À partir du 1er janvier 2019, les permis du groupe lourd seront aussi finançables en CPF. Donc, le permis C, D, EC. Et l'accompagnement à la création d'entreprise. Là aussi, formation finançable par le CPF à partir, c'était déjà le cas, mais à partir de 2019, c'est toujours le cas. Et donc ces formations, pour les trouver où? Alors, pour l'instant, ça sera toujours sur le site du CPF. Donc c'est moncompteactivité.gouv.fr. Si vous ne l'avez pas encore fait, moi je vous incite à créer votre compte, à alimenter votre compte avec vos heures de diff. J'ai peur, je ne sais pas, mais j'ai peur que ce soit plus compliqué après la fin de l'année. Donc faites le nécessaire pour inscrire vos heures de diff avant le 31 décembre. Voilà, petit conseil. Et donc à partir de l'automne 2019, on aura une application mobile aussi, et sans doute une nouvelle version du site internet qui sera beaucoup plus riche que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc vous aurez la possibilité, comme déjà aujourd'hui, de consulter vos droits, mais une nouveauté, la possibilité de consulter l'offre de formation sur un territoire. Je veux faire une formation en anglais, par exemple, on en parle tout à l'heure, je veux faire une formation en anglais qui sera évaluée par un TOEIC, par exemple. Et ben, je vais pouvoir trouver sur le site et l'appli CPF les organismes de formation qu'il peut y avoir sur le territoire qui m'intéresse, les dates des sessions, le programme, des avis d'un ancien stagiaire, des taux d'insertion dans l'emploi. Alors, je pense que ça visera plutôt des formations métiers, parce que les formations anglaises, ça n'a pas forcément vocation à trouver un travail en lien avec la formation directement derrière, mais voilà, pour les formations métiers, on aura sans doute effectivement des données sur les taux d'insertion dans l'emploi à l'issue. Et il devrait y avoir la possibilité même directement de s'inscrire sur une formation et de la payer directement via l'application. Vous pourrez transférer vos euros vers le centre de formation que vous aurez choisi et éventuellement de payer aussi, de laisser à charge si vous n'avez pas suffisamment d'heures sur votre d'euros sur votre, excusez-moi, changer les habitudes. On a quelques questions en fait qui reviennent peut-être sur les slides précédentes, notamment sur le calcul d'heures. Est-ce qu'on peut déjà évoquer ces questions pour faire un petit peu au fil de l'eau? Alors, c'est Anthony qui reformule pour voir s'il a bien compris. Effectivement, donc, on pourra cumuler donc, les heures de 120 heures, le stock d'heures de CPF, donc depuis 2015 dans son cas 72 heures, et les 500 € par année d'ancienneté. Soit dans son cas, il précise 2800. C'est bien ça. Les heures de diff, donc recalculées en euros, les heures du CPF depuis mise en place, oui. Et puis ensuite, voilà, un compteur qui se cumule, mais avec un plafond. Avec un plafond, donc 5 000 € maximum pour la plupart des salariés et 8 000 € pour les salariés non qualifiés, voilà, qui n'ont aucun diplôme. Voilà. Donc c'est bien cette notion de plafond qu'il faut intégrer. Alors une question sur le plafond. Un plafond sera mis en place ou pas sur le cumul des euros? Oui, c'était ça. C'est ça, voilà, le plafond 5 000 €, 8 000 pour les salariés non qualifiés. Donc dans l'exemple d'Anthony, dans son cas 8 200 €, non. C'est-à-dire que ce sera, alors sauf en fonction de la qualification, peut-être jusqu'à 8 000. Oui, si effectivement Anthony n'a aucun diplôme, peut-être on s'arrêtera à 8 000, mais s'il a un diplôme, ne serait-ce que CAP ou BEP, ça s'arrêtera à 5 000 €. Voilà. Bon, les 500 €, ils ne seront crédités qu'en 2020, parce que les heures acquises en 2018 seront créditées en 2019 sur les modalités 2018, donc 24 heures. Elles seront transformées en euros,
Et donc, vous n'aurez pas 500 € dès avril 2019, mais bien 24 fois 15. De mémoire, je ne sais plus le montant que ça fait, mais c'est moins que 500, ça doit être 300 avec elle. D'accord. Donc voilà, un calcul. C'est un peu complexe. Vous pourrez télécharger normalement le PowerPoint et vous aurez le tableau qu'on a présenté tout à l'heure. Vous pourrez regarder plus attentivement par la suite. Une question de Gwenel. À chaud là comme ça, utiliser son compteur permet-il de le réalimenter régulièrement dans la limite du plafond? Oui. Voilà. Si effectivement vous êtes à terme au plafond 5 000 €, il y a plutôt intérêt de l'utiliser du coup, parce que sinon vous n'allez plus acquérir d'euros sur votre compte. Donc si vous l'utilisez, effectivement, vous allez peut-être, mettons vous avez utilisé 1 000 €, vous passerez à 4 000 €, mais dès l'année après, il sera à nouveau réalimenté par les euros que vous aurez acquis l'année précédente. Un système au fil de l'eau. Très bien. On va poursuivre. Sur le deuxième thème, on pourra revenir si vous avez des questions sur le CPF, mais un élément important, bien évidemment, dans cette nouvelle loi, c'est le CPF de transition. Et la dernière fois, beaucoup de questions étaient restées un peu en suspens. Donc là, on va vous apporter des éléments nouveaux. On a un peu plus d'infos avec les projets de décret qui ont été présentés. Donc sur à qui ça s'adresse, le CPF de transition, et ben, ça sera à peu près les mêmes conditions que pour les CIF, les congés individuels de formation. Donc pour les CDI, ben, c'est la même chose, c'est une ancienneté d'au moins 24 mois, dont 12 mois dans l'entreprise. Voilà. Par contre, une nouveauté, c'est que l'ancienneté, ça précise au moment du départ en formation. Sur le CIF, c'était l'ancienneté, il fallait l'avoir au moment où on faisait la demande de congé. Là, ça sera au moment du départ en formation. Donc ça, c'est plutôt positif pour les salariés qui ne sont pas forcément très anciens dans l'entreprise. Ils auront un petit peu plus facilement accès à ce dispositif. Pour les CDD, les conditions d'éligibilité restent les mêmes. Donc 24 mois en tant que salarié au cours des 5 dernières années, donc 4 mois consécutifs ou non en CDD au cours des 12 derniers mois. Donc ça ne change pas par rapport au CIF. Donc le grand changement, c'est vraiment la date de départ en formation qui joue sur l'ancienneté. D'accord. Alors, quelle formation pour le CPF de transition? Alors, là aussi, tout n'est pas encore forcément sûr à 100%, mais on devrait s'orienter sur les formations certifiantes. Ça, c'est dans le texte de loi, de toute façon. Donc, certifiantes, on présume que ça, on entend par là les titres et diplômes inscrits au RNCP. On parlait tout à l'heure, répertoire national des certifications professionnelles. Donc, voilà, diplômes ou titres reconnus par l'État et les blocs de compétences issus de ces titres ou diplômes de RNCP. Comme on l'a expliqué, on en a déjà parlé tout à l'heure. Nouveauté, par contre, pour les formations, la loi oblige à ce qu'il y ait un positionnement préalable qui soit fait par l'organisme de formation. Le positionnement, ça veut dire que l'organisme devra vous recevoir ou au moins évaluer vos compétences pour vous proposer la formation adaptée à votre besoin et à vos compétences. Voilà. Donc, imaginons, je souhaite faire une formation de cuisinier, le CAP cuisinier par exemple, mais j'ai déjà une petite expérience comme aide de cuisine. Et ben, cette expérience, ces compétences que j'ai pu acquérir pendant mon expérience pourront être prises en compte par l'organisme de formation. Et plutôt que de me proposer le CAP en 1000 heures, on me le proposera peut-être qu'en 800 heures, parce qu'il y aura un certain nombre de compétences qui nous permettront de réduire la durée de formation. Je connaîtrais déjà peut-être les règles d'hygiène, ou des choses comme ça. Donc pour toutes les formations, le positionnement maintenant est obligatoire. Donc ça veut dire que la personne doit aller dans l'organisme pour rencontrer, pour effectuer ce positionnement-là. Est-ce que ce temps de travail avec l'organisme, c'est gratuit Alors oui, ça sera gratuit. Peut-être les organismes de formation le répercuteront sur le prix final de la formation, mais en tout cas, le positionnement en tant que tel, il sera gratuit et obligatoire. Alors, ce n'est pas forcément une révolution, parce qu'au FONGECIF Bretagne, on demandait déjà aux organismes de formation de faire un positionnement. Ce qui change, c'est que maintenant, c'est inscrit dans la loi. Alors, je vois d'autres questions qui arrivent.
On va défiler quand même jusqu'à la fin du CPF de transition, puis on reviendra sur les questions, puisque je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se croient. Alors, quel projet on peut faire financer avec un CPF de transition professionnelle? La loi nous dit que c'est le projet de changement de métier ou de profession. Ce qui change peut-être un peu par rapport au CIF, parce que le CIF, ça pouvait potentiellement financer des formations d'acquisition de compétences complémentaires, même liées au développement personnel. Bon, ce n'est pas forcément toujours une priorité de financement, mais en tout cas, on pouvait faire une demande. Là, maintenant, ça sera un peu plus restrictif dans ce sens-là, où ça sera vraiment des projets en lien avec un changement de métier ou de profession. Donc, possibilité d'être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, mais ce n'est pas obligatoire. C'est la même chose pour le CIF. Alors, comment ça va se passer là en 2019 pour faire la demande pour un CPF de transition? Alors là aussi, on reste sur quelque chose qui est assez proche du CIF, hein, sur les premières infos là, sur le projet de décret. Donc, pour les salariés, une demande de congé à faire à son employeur, par écrit, mais au plus tard 4 mois avant le début de la formation. Donc ça, pas de changement majeur. L'employeur doit répondre sous 30 jours maximum. S'il ne répond pas, c'est... S'il ne répond pas, la loi précise qu'en cas de non-réponse, cela vaut acceptation. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Voilà, ce n'était pas aussi clair que ça auparavant. Donc l'employeur ne peut pas refuser, mais peut reporter de 9 mois maximum. Donc, il faut qu'il ait un motif, hein, c'est en fonction de l'activité, de la gêne possible sur l'activité d'entreprise ou d'un nombre de salariés absents au même moment. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais pas de refus possible, simplement un report de 9 mois maximum. Mais là aussi, on reste à peu près ce qui était le cas pour les CIF. Et donc, un dossier à déposer donc, à la CPIR. Donc, CPIR, c'est Commission paritaire interprofessionnelle régionale. Donc, ça va être la commission qui va prendre la gestion des demandes de CPF de transition professionnelle. Donc, c'est le FONGECIF qui va accueillir la CPIR en 2019. Et la CPIR existera en tant que telle, prendra la suite du FONGECIF en 2020 sur la gestion du CPF de transition professionnelle. Nouveauté prévue aussi dans les projets de décret, c'est qu'un salarié pourra adresser sa demande à la CPIR soit correspondant à son domicile, donc de la région correspondant à son domicile, ou de la région correspondant au lieu de l'entreprise dans laquelle il travaille. Alors qu'actuellement, c'est vraiment lié à l'entreprise. Et là, possibilité de choix. On avait de temps en temps des gens qui habitaient dans le sud de la France, mais dont l'entreprise était en Bretagne, donc ils devaient solliciter le FONGECIF Bretagne. Ils auront la possibilité en 2019, logiquement, de solliciter par exemple le FONGECIF PACA s'ils habitent à Nice, par exemple. Plus pratique. Voilà, ça facilitera peut-être un peu les choses. Alors, une fois qu'on a déposé son dossier, le dossier sera étudié par la CPIR. Donc, ce sera une commission paritaire, hein, comme celle qui existe déjà au FONGECIF. Je crois qu'on sera sur 20 membres, hein, 10 représentants syndicaux, 10 représentants salariaux, et qui va étudier la pertinence du projet professionnel. Donc, il y a 3 critères qui sont définis. Le premier, c'est la cohérence du projet de transition professionnelle. Donc, comment on l'évalue, ça reste encore à définir. Il y a une évaluation de la cohérence du projet professionnel. Une évaluation aussi de la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement. Sans doute en lien avec le positionnement, pour le coup. Voilà. Est-ce que la formation choisie est la bonne? Est-ce que effectivement la proposition de l'organisme de formation prend bien en compte les acquis de la personne? Est-ce que je présume qu'il y aura aussi des choses effectivement sur le coût? Est-ce que le coût, la durée, est-ce qu'on reste dans des standards ou est-ce que l'organisme de formation est plus cher et là, ça pourra peut-être poser problème si ces tarifs sont bien au-dessus de la moyenne pour ce type de formation.
Et puis le troisième critère, c'est les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Ça sera aussi pris en compte dans l'analyse du projet. Quelles sont les perspectives d'emploi à l'issue de la formation? Et notamment l'emploi par rapport au territoire. Bien sûr. Donc les critères de priorité pour voilà. Donc, il y aura des critères de priorité parce que même peut-être que le projet aura été évalué et jugé pertinent par la commission, il n'y aura peut-être pas de quoi financer tout le monde. Donc il y a ensuite des critères de priorité. Donc certains seront définis par France Compétences. France Compétences, c'est un nouvel organisme là aussi qui va être créé en 2009, qui sera là pour chapeauter un petit peu l'ensemble des dispositifs de formation en France. Et donc France Compétences va fixer effectivement ces critères de priorité. Pour ce qui est de ceci, donc il y a le niveau de qualification des demandeurs. Donc on présume que ce sera plutôt une priorité pour les plus bas niveaux de qualification. Quelqu'un qui a un CAP sera plus prioritaire, quelqu'un qui a un bac +2 ou un master. De la catégorie sociale aux professionnels des demandeurs, là aussi on peut présumer que ce sera plutôt une priorité pour les ouvriers employés par rapport aux agents de maîtrise ou aux cadres. Et puis la taille de l'entreprise qui les emploie. Donc là aussi, on peut imaginer que ce sera plutôt une priorité pour les petites ou moyennes prises. Et puis, il y aura aussi des critères qui seront définis donc, par la CPIR sur les spécificités du territoire. Il y a des choses qui sont spécifiques à certaines régions. Sans doute en termes d'emploi. Voilà, en termes d'emploi, j'imagine qu'effectivement, les métiers de la pêche ou de la navigation sont des spécificités plus bretonnes que auvergnate ou du Limousin. Mais, donc il y aura cette prise en compte des différentes spécificités des territoires. Okay. Alors, des questions peut-être là, Oui. pour poursuivre un peu les échanges. Alors, je reprends notamment une question par rapport, on va revenir un petit peu en arrière, hein, mais une question de Sophie qui dit « Il semblerait qu'en 2020, les heures de DIF sont dans tous les cas perdues. Est-ce que l'on confirme cette info ?» Alors, ça c'est effectivement. Alors, ce qui était prévu, c'était que les heures de DIF étaient perdues au 31 décembre 2020. Donc, si vous aviez pas utilisé vos heures de DIF, elles devaient être perdues le 31 décembre 2020, bon, 1er janvier 2021, précisément. Là, apparemment, ce n'est pas encore tout à fait clair, cette histoire, parce que vos heures de DIF vont être transformées en euros. Est-ce que ces euros, ils sont acquis pour toujours, jusqu'à la retraite, ou ils sont valables que jusqu'en 2021, enfin fin 2020? Ça, pour l'instant, il y a des doutes là-dessus. Donc on ne sait pas si les heures de DIF qui sont transformées en euros restent valides tout le temps, ou que jusqu'à fin 2020. Donc ça, il y a une incertitude aujourd'hui là-dessus. Donc je pense que l'État ou France Compétences précisera les choses assez rapidement. Alors, une question aussi pour clarifier, CPF, CPF de transition, pour bien dissocier les choses. Peut-on mobiliser CPF lorsqu'on se retrouve au chômage? Oui. Donc le CPF, alors pas du CPF transition, hein, professionnel, voilà. Mais bien du CPF première version. Voilà, donc ça, le CPF, c'est utilisable quand on est au chômage. Alors, jusqu'à l'automne, il y aura différents financeurs pour le CPF. Donc, ça restera les OPCA ou les OPCO pour les salariés et Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. À terme, à partir de l'automne 2019, ça sera la Caisse des dépôts et consignations qui sera l'unique financeur, qu'on soit salarié ou demandeur d'emploi. Donc, les règles seront les mêmes pour tout le monde. Et un des points positifs de cette réforme, c'est que les financements seront les mêmes qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié. Parce qu'aujourd'hui, un salarié pouvait avoir son heure de CPF financée à 50 ou 80 euros de l'heure. Quand le demandeur d'emploi a été financé à 8 ou 9 euros de l'heure, là, voilà, tout le monde aura les mêmes droits et les mêmes financements. Alors, je vais revenir aussi sur une question d'Anthony. Quelles sont les possibilités de mobiliser des financements supplémentaires, donc abondement? Il prend son exemple, donc sa formation coûte 9 200 euros. Donc là, il faut vraiment qu'on différencie. Là, je pense qu'il était sa question
concernait la notion de plafond, mais là, sur le CPF de transition, les choses sont différentes. Voilà. Alors, donc, On va peut-être passer justement, ça va être la slide voilà. qui suit. Alors, sur le CPF de transition, la CPIR peut prendre en charge donc, les frais pédagogiques de la formation. Quel que soit le montant. Quel que soit le montant. J'imagine qu'il y aura peut-être un plafond. Voilà. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est pas évoqué dans les textes de loi, mais il y aura sans doute un plafond. Oui, de par les critères déjà de sélection des dossiers. Voilà. Des frais annexes, frais de transport, d'hébergement. Donc là aussi, on ne sait pas comment ça sera calculé, mais j'imagine que ça sera un forfait en fonction de l'éloignement du domicile. Et puis, prise en charge de la rémunération pour les gens qui font une formation sur temps de travail et qui font la demande du congé à l'employeur. Donc, on reste sur des choses très proches du CIF. Hein. Le salaire sera pris en charge à 100% s'il est inférieur à 2 fois le SMIC. Et il sera pris en charge à 90% s'il est supérieur à 2 fois le SMIC. Et on passera à 60% si la formation va au-delà d'un an ou de 1200 heures. Donc ça, c'est aussi une des nouveautés du CPF de transition professionnelle, c'est qu'il n'y a plus de limite de durée. La formation pourra aller au-delà d'un an ou de 1200 heures, mais avec une baisse de la rémunération pour les gens qui ont plus de 2 fois le SMIC. Et donc, obligation de mobiliser son CPF. Donc, la formation, si, je ne sais plus son prénom, Anthony, oui. souhaite mobiliser, faire une demande de CPF de transition professionnelle et qu'il a 4 200 € sur son compte CPF, il pourra donc financer les 4 200 premiers euros avec le CPF et la CPIR prendra en charge le reste du coût pédagogique et la rémunération. Parce que CPF pur, il n'y a pas de prise en charge de rémunération, bien que sur le coût de formation pédagogique. Le CPF de transition, on aura les deux. Il y aura d'autres amendements possibles d'ailleurs, parce que certaines branches vont sans doute faire le choix d'abonder plus que 500 € par an. Donc peut-être que vous travaillez dans une branche qui va faire le choix de dire, bah, nous, les salariés de notre branche-là, au lieu qu'ils aient 500 € par an, nous, on va rajouter 100 €, et donc peut-être que vous pourrez acquérir 600 € par an. Il y aura peut-être d'autres amendements possibles par votre employeur. L'employeur, si c'est un projet peut-être qui l'intéresse, peut aussi participer au financement. Les OPCO peut-être, voilà. Il y aura aussi d'autres possibilités de financement. C'est pour ça que ça va devenir aussi peut-être encore plus complexe, parfois, peut-être sur le, pas pour le CPF, donc là ça sera plus simple, mais sur le CPF de transition professionnelle, ben, il y aura peut-être différents financements à mobiliser. On en parlera tout à l'heure, mais peut-être effectivement besoin d'être accompagné. Pour y voir effectivement plus clair. Donc ça répond effectivement à ce que tu viens de dire, Jérôme, ça répond en partie à d'autres questions qui viennent d'arriver, de Martine notamment, sur la notion de plafond. Donc voilà, j'essaie de voir au fur et à mesure, mais je pense qu'on a, voilà, en tout cas, on aura un temps de questions à la fin, donc on va avancer et puis n'hésitez pas à reposer la question si elle est passée au travers des mailles. On voulait évoquer le thème aussi du conseiller en évolution professionnelle, puisqu'effectivement, on voit bien que le système, là, par ailleurs, se simplifie sur certains éléments. Sur d'autres, bah, il y a toute cette phase de transition qui va peut-être nécessiter d'avoir un accompagnement spécifique pour engager des transitions professionnelles. Donc, alors, petit rappel sur le conseil en évolution professionnelle, donc ça concerne tous les actifs tout au long de leur vie professionnelle. C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel et qui s'adapte aussi en fonction du besoin. C'est un accompagnement qui peut être un peu à la carte et qui est mobilisable à l'initiative du salarié, du demandeur d'emploi. Donc ça, pas forcément de grandes nouveautés là-dessus. On reste sur un dispositif qui vise le même public et un peu les mêmes objectifs. Il va y avoir un nouveau cahier des charges en 2019 qui va peut-être préciser un petit peu les choses, mais voilà, on restera quand même dans cet esprit-là. Donc pour 2019, les choses ne changent pas par rapport à ce qui était changement sur le conseil en évolution professionnelle. Donc toujours par le FONGECIF. Voilà, donc toujours par le FONGECIF et les OPACIF. Donc les OPACIF, c'est des organismes qui géraient avant le CIF, qui sont spécifiques à certaines branches.
Donc, eux ne financeront plus le CPF de transition professionnelle, ce sera uniquement la CPIR par le biais du fonds GESIF en 2019, et puis CPIR toute seule en 2020. Voilà, les OPACIF, donc voilà, le FAFTT pour les intérimaires, l'uniformation pour les structures associatives, certaines en tout cas, on ne va pas rentrer dans le détail non plus, mais les OPACIF vont continuer à assurer la mission de CEP, tout comme le fonds GESIF en 2019. Et à partir de 2020, ça sera un opérateur régional qui sera désigné par France Compétences. Chaque région aura un opérateur CEP différent. Voilà. Là, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, c'est des choses qui vont se décider courant 2019. Une question récurrente là, sur les fonctionnaires des indépendants. Alors, dans le cas, j'imagine, CEP, mais aussi globalement financement. Voilà, alors sur CEP, les fonctionnaires, bah, pour l'instant, il n'y a rien prévu vraiment pour les fonctionnaires pour le CEP. Ça commence quand même, on voit des choses. J'ai vu quelques structures publiques qui recrutaient des conseillers en évolution professionnelle. Voilà, mais donc ça commence à se faire, c'est pas forcément une obligation pour toutes les structures publiques d'avoir des conseillers en évolution professionnelle, mais ils y viennent petit à petit. Pour les indépendants, eh ben, ils peuvent solliciter le fonds GESIF notamment. Donc les opérateurs CEP pour les salariés sont aussi opérateurs CEP pour les indépendants. Pour le financement, les indépendants ont maintenant du CPF depuis un an. Je crois 2017, mais les heures ont été créditées en 2018, donc il me semble. Je ne suis pas un grand connaisseur des dispositifs pour les indépendants encore, parce que ça représente une toute petite partie de notre public. Mais voilà, les indépendants ont accès au CPF. Ils n'auront pas accès au CPF de transition professionnelle, par contre. Ils auront quand même le CPF. Pour les fonctionnaires, on reste pour l'instant sur un CPF qui existe pour les salariés privés. Donc, ils sont toujours sur un compte en heures et pas en euros. On peut imaginer que ça suivra, parce qu'en général, il y a quelques années de décalage, mais souvent les fonctionnaires sont ensuite concernés par les dispositifs qui ont été mis en place pour les salariés privés. Ils sont aussi déployés dans la fonction publique, mais souvent un peu plus tard. Voilà. Sur les financements, les fonctionnaires, il y a des financements spécifiques. Hein. On ne peut pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas. Ce sera peut-être des thèmes effectivement qui pourraient être abordés. Alors, j'ai des questions assez pratico-pratiques là. C'est voilà, une formation qui débute là, au premier trimestre. Est-ce qu'on peut déposer des dossiers là dès maintenant? Et non, pas pour l'instant, parce qu'il va falloir attendre les décrets, puis il va falloir attendre le 1er janvier de toute façon, parce que la loi ne s'applique qu'au 1er janvier. 1er janvier. Et puis, il va falloir attendre la publication des décrets, parce que tout ce qu'on vous a présenté là, pour l'instant, c'est basé sur des projets de décrets. Il va falloir attendre que les décrets soient publiés au journal officiel. Je pense que c'est une question de quelques jours. Hein. De toute façon, la plupart seront publiés avant le 31 décembre, pour que ça soit effectivement actif dès le 1er janvier. Après, vous dire que vous allez pouvoir retirer un dossier au fonds GESIF le 2 janvier, là, c'est peut-être s'avancer un peu, parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour qu'on mette en place, nous aussi, des nouveaux dossiers, dès qu'on aura les décrets d'application. Voilà. Mais on va essayer de faire le plus rapidement possible pour que ça soit opérationnel rapidement. Le plus rapidement, on va essayer aussi de maintenir une information régulière. C'est-à-dire que ce webinaire et d'autres auront lieu régulièrement. Suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter, on diffusera l'information. Et puis sur le site internet aussi pour dire, voilà, vous pouvez effectivement donner un go par rapport à une demande de dossier. Voilà, pas dès le 2 janvier, effectivement, les choses vont se caler sans doute dans le courant du mois de janvier. On va essayer de faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. Mais les organismes auront de toute façon seront aussi, auront cette information-là en tête. Donc, bon. C'est vrai que ça sera peut-être compliqué pour une formation commençant très tôt en 2019. Une formation en janvier, février, mars, ça sera peut-être un peu compliqué. Une question de Catherine, où sont les CEP? Les CEP n'ont pas bougé, ils sont toujours au même endroit. Oui, fonds GESIF Bretagne, pas de changement sur les CEP. Hein. Donc on a 4 lieux, 4 antennes. Bon, le siège à Rennes et puis une antenne dans chaque département.
une à Saint-Brieuc, à Ploufragan, près de Saint-Brieuc, une à Brest et une à Lorient. Et puis des permanences un peu partout en Bretagne, une vingtaine de permanences de mémoire. Voilà. Donc normalement, vous pouvez rencontrer un CEP à moins de 30 km de votre domicile. Ou à distance. Ou à distance aussi, on va développer sans doute encore davantage les modalités à distance en 2019. Alors, j'essaie de regarder. Oui, alors effectivement, Bernard nous dit donc aucun dossier ne sera traité pendant plusieurs mois. Alors, le plusieurs mois, c'est-à-dire que là, on a une commission en décembre. Voilà, donc là, il y a encore des dossiers Voilà. qui sont en cours. Il y a des dossiers en cours. Il y aura effectivement sans doute en janvier voilà, un temps de calage, mais a priori, dès le mois de février, voilà, ça repartira de manière identique. Puis, identique aussi, puisqu'on a vu qu'en fait, le CPF de transition diffère peu du congé individuel de formation par rapport au... Alors, on va continuer. Alors, le Conseil de révolution professionnelle, ça a plusieurs objectifs. Hein, c'est effectivement de favoriser l'évolution, la sécurisation d'un parcours professionnel, d'accompagner le salarié dans la formalisation et la mise en œuvre de son projet, en lien, bien sûr, avec les besoins sociaux et économiques du territoire, et faciliter l'accès à la formation par un travail sur l'identification des compétences, pardon, des qualifications, des formations répondant aux besoins du salarié. Donc là, on revient bien à ce qu'on disait tout à l'heure, nécessité peut-être effectivement, enfin, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est quand même, je pense, utile si on veut faire une demande de CPF de transition, peut-être d'être accompagné par un CEP pour à la fois mettre en œuvre son projet, vérifier la faisabilité de son projet, mais aussi le choix de la formation, différentes possibilités de financement. Donc là, là-dessus, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra accompagner salariés dans des projets d'évolution professionnelle. Et dès maintenant, hein, c'est-à-dire que ça répond à la question que David pose, c'est-à-dire que quelqu'un qui envisage un CPF de transition, il pose la question que puis-je lui conseiller, oui, d'aller voir un CEP, parce qu'un projet, forcément, ça met un petit peu de temps à se mettre en œuvre, notamment là, on regarde effectivement les évolutions là, en termes de prise en charge. Donc, voilà. Pas hésiter à nous contacter, et dès maintenant, on peut l'accompagner sur l'instruction de son projet professionnel, si c'est peut-être pas encore tout à fait ficelé, et puis éventuellement aussi sur le choix de la formation. Même commencer à aborder un petit peu les critères de financement. Il y a beaucoup de questions sur le bilan de compétences, Jean-Louis, sur la prise en charge, le référencement, l'habilitation. Alors, plus de prise en charge du bilan de compétences par le fonds GESIF ou par la CPIR. Plus de congé bilan. Plus de congé bilan. Donc l'utilisation du CPF pour le coup. Et voilà, on reste sur uniquement, à l'initiative du salarié, on reste uniquement sur un financement via le CPF. La question de Françoise, est-ce qu'il y a un plafond quant au prix du bilan? Bon, il n'y a rien indiqué. On est bien évidemment, voilà, ce sera lié aussi à ce que les gens ont dans leur CPF. Donc j'imagine que les organismes vont réfléchir en termes de tarifs. Ça me semble être dans les réflexions. La question sur les listes, effectivement, le fonds GESIF auparavant référençait un certain nombre d'organismes. Pour le 2019, il n'y a pas de liste spécifique, sachant que les organismes doivent toujours répondre au décret qualité. Donc, ils doivent être à minima référençables Datadog pour pouvoir bénéficier des financements CPF. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas de liste en tant que telle, il n'y a plus de liste comme ça se faisait dans le cadre du congé bilan de compétences. Alors, je vois le temps qui tourne, puisqu'il est déjà 29, on s'est donné jusqu'à 30, c'est toujours trop court. Il y a eu plein de questions auxquelles on n'a pas répondu malheureusement. On pourrait y reprendre peut-être, proposer peut-être d'y répondre en fonction, bon, ou alors de toute façon, ce webinaire, il est mensuel à présent, donc on pourra y répondre aussi au prochain. Je regarde quand même sur les éléments.
Alors, peut-être quand même, le temps que je regarde, je liste un petit peu sur les CEP, une nouvelle offre de service Voilà, à venir. Une nouvelle offre de service à venir, donc différents types d'accompagnement en fonction des projets. Accompagnement, évolution professionnelle, donc ça vise plutôt les gens qui ont effectivement un projet d'évolution professionnelle et les accompagner dans la construction de leur projet. Un accompagnement qui sera plutôt dédié aux personnes qui ont un projet de création d'entreprise, création d'activité. Un accompagnement qui sera plutôt lié à point, essayer de définir des nouveaux caps, une nouvelle orientation professionnelle, donc là on est plutôt sur un accompagnement sur l'orientation professionnelle, un accompagnement lié plutôt effectivement au choix de la bonne formation, aider les salariés à choisir la bonne formation en fonction de leur projet, et un accompagnement plutôt sur les gens qui ont besoin de travailler sur leurs compétences. Établir peut-être un portefeuille de compétences, voir les compétences qui peuvent être transférables vers d'autres activités, vers d'autres métiers. Voilà en gros les 5 grandes thématiques d'accompagnement dans le service 2019 au FONGECIF. Nouveauté aussi, on peut peut-être passer à la diapo suivante, c'est un accueil maintenant en rendez-vous individuel systématique. Pour le premier rendez-vous, ça sera en rendez-vous individuel. Potentiellement dématérialisé, peut-être en visioconférence. Téléphone. Voilà. Donc, premier contact toujours via la plateforme téléphonique. Sans doute possibilité assez rapidement de prendre un rendez-vous en ligne via notre site internet, via l'espace salarié du site internet. Et puis il y a toujours un accueil à Rennes et Brest sans rendez-vous les lundis après-midi. Voilà, je crois qu'on est à peu près terminé les dernières diapos. Ouais, autrement, des questions, alors on peut. Ah oui, si le prochain rendez-vous quand même, on a parlé effectivement sur un webinaire spécifique sur le choix de formation. Puisque pour le coup, voilà, le CPF et l'ouverture, effectivement, par rapport à l'appli, va demander que chacun soit aussi vigilant à certains éléments par rapport à sa formation. Donc ça, ce sera le thème du prochain webinaire. Je regarde, on va peut-être dépasser si vous avez un peu de temps pour prendre quelques dernières questions. Alors, le CIF CDI portable sera-t-il reconduit dans le cadre du CPE de transition? Pour l'instant, on a une expérimentation. Pour l'instant, on n'a aucune information dans ce sens-là. Peut-être pas exclu, mais en tout cas, c'est pas dans les tuyaux, en tout cas à court terme. Le site internet à visiter. Alors, oui. Le site internet, petite précision, on va faire une mise à jour de ce site en début janvier. C'est possible que sur la première semaine, il sera peut-être en travaux, enfin on le fera de manière rapide. Donc, mais autrement, toutes les informations effectivement seront disponibles sur le site internet. On va faire aussi une petite mise à jour. La question portait peut-être aussi sur le CPF. Donc le site internet pour le CPF, c'est mon compte activité tout attaché .gouv.fr. Hein. Là aussi, il devrait évoluer avec l'application à l'automne, au moins jusqu'à l'automne 2019. On est sur le site tel qu'il existait aujourd'hui, avec sans doute quelques fonctionnalités dès janvier, et puis vraiment toutes les fonctionnalités liées à la réforme dès l'automne. Après, on a des questions plus spécifiques. Je vois Anne sur vraiment des situations particulières. N'hésitez pas à contacter un CEP sur des questions vraiment liées comme ça à l'ingénierie de votre parcours de formation. Voilà, c'est là où on est vraiment sur des situations individuelles. Donc voilà, Jérôme, vous avez donné le numéro pour avoir toutes ces informations et étudier votre situation. D'autres questions comme ça, bien vraiment très spécifiques. Je pense qu'autrement, on a repris, en tout cas je l'espère, c'est un exercice un peu compliqué de lister au fur et à mesure les questions. Et puis n'hésitez pas à nous faire remonter aussi peut-être des envies par rapport à des thématiques à aborder pour ces webinaires, par mail sur l'adresse du FONGECIF Bretagne, qu'on puisse aussi, tout au long de l'année 2019, vous apporter ces informations comme ça rapides sur des temps de midi. Pour répondre au plus de personnes possible. Vous étiez presque 67 là, ce midi, donc
On espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions. Et puis, les décrets vont arriver, les informations ne vont pas tarder, donc on aura encore beaucoup de choses à vous dire. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.